Les Instigateurs, podcast numéro 57. Aujourd'hui, on vous parle des intérêts versus vos engagements. Le pouvoir des priorités. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Good day, señor. Et mucho good day. Je ne parle pas, peu importe quelle est cette langue. Clairement. C'est comme un mix d'Acadiens de Tracadie et de Sud de Mexique. Ok, je pensais que tu aurais essayé de me faire à croire que c'était une vraie expression. J'étais comme les nerfs. Non, ben à Tracadie, ici, on dit good day. Good day, sir. On dit good day. Good day? Ok, parfait. Good day. Ouais, c'est comme un mot. Quand tu dis bonjour. Ou tu dis yes. Yes. Va vraiment falloir que je descende. Il y a un lingo ici dans la péninsule acadienne qu'il faudrait que je t'apprenne, mais que tu puisses traverser la frontière. C'est ça, je veux pas que tu me l'apprennes, je veux que les gens de ta région eux-mêmes me l'apprennent. Je veux le vivre, man. Ah, mais ils vont te le dire. Tu vas le vivre. Je veux juste te préparer, que tu dises comme, OK, je comprends pas pourquoi le monde m'aborde puis me disent yes, tu sais. Non, autant qu'il y a des accents qui font... Yes ou yes sir. Yes sir man. Yes sir man. Ça, c'est un autre. Yes sir man. Ah, ça, même moi, je le dis, là. Mais ça, autant qu'il y a des accents qui me dérangent, qu'il y en a d'autres que, genre, je vais faire des heures de char. Le nombre de fois que je suis descendu dans le coin de Saint-Éphrem, Saint-Hédéon, en Beauce, juste pour jaser avec du monde, puis genre, ça me fait du bien, ça me fait tu sais, je ris pas d'eux, je ris avec eux, ça me fait du bien de voir juste, je sais pas, ça ne s'exprime pas le sentiment que ça me fait, puis c'est pas pour rien, des fois, juste pour mon pur plaisir personnel, je vais ramener mon accent de la Beauce, puis qu'à la limite, comme mes beaux-parents essayent de m'imiter quand je le fais à cette heure, puis essayent eux-mêmes de se l'imprégner à cette heure qu'ils ont un chalet là-bas. Comme il y a de quoi de... OK, ben, on veut pas choquer nos amis beaucerons, mais comme qu'est-ce qu'est la différence entre un accent de la Beauce puis je te dirais un accent de Québec? Il y a des lettres qui sont, je veux dire, mâchées, qui sont aspirées. Il y a beaucoup de J dans le beauceron, là. Fait que c'est comme argent, HR, mopa, beaucoup de J puis beaucoup de CH qui s'invitent dans des mots qui n'existent pas. Mais ça, c'est du vieux français. C'est quand tu regardes même le vieil acadien ici, comme l'ahan, comme ça. Ben, c'est ça, exactement. Puis c'est pour ça que je pense que j'aime autant peut-être votre accent parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le nôtre en Beauce. Ça dépend quelle région que tu es. Tu sais, le monde ici te pense, parle-moi. Il n'y a pas un langage acadien. Il y en a beaucoup. Même dans la péninsule acadienne, il y a comme 4 accents. Je peux te dire de l'accent d'où la personne vient. Tu vas à Caraquette, c'est beaucoup plus proche du québécois. C'est très proche du québécois. Tracadie, c'est autre chose. Tu vas même t'as une petite place qui s'appelle Saint-Simon où ils ont un autre accent. Tu sais, fait que ils vont pas dire des ils vont dire des uns. Il y a plein d'accents. Il y avait une vidéo sur Facebook d'un monsieur qui montrait tous les accents. Et puis même tu vas dans l'Acadie de Nouvelle-Écosse comme Baie-Sainte-Marie, c'est vraiment du plus vieux acadien encore là qui reste là. C'est assez impressionnant. Puis après t'as les métissages qui viennent avec tout ça. T'as la région de Moncton, Chilliwack, etc. où il y a, tu sais, ils appellent le chiac qui est comme vraiment un métissage linguistique d'anglais-français. C'est intéressant, mais tu peux te dire, il y a tellement de puis même tu arrives dans le nord-ouest, au Madawaska, l'accent est complètement différent. Tu peux te dire, une personne qui vient du Madawaska, c'est assez... Moi, tu me trouves une place où tout le monde parle comme Petit Véliveau, là, puis j'y vais n'importe Petit Véliveau, il vient de Nouvelle-Écosse. OK. Et Petit Véliveau, il vient de la Baie-Sainte-Marie. Puis la Baie-Sainte-Marie, actually, c'est vraiment, comme la Baie-Sainte-Marie, je te dis, c'est vraiment le berceau de l'Acadie. C'est les premiers, comme, tu sais, dans le fond, quand les Français ont commencé à coloniser le Nouveau Monde, il y avait la colonie d'Acadie et la colonie du Québec, qui sont techniquement 2 colonies différentes. Ils se voyaient différemment au niveau, on va dire encore, mais
C'était considéré comme deux colonies complètement séparées, différentes, avec même des cultures ou sous-cultures différentes. Et la déportation des Acadiens a quasiment tout déporté, tous les Acadiens qui étaient majoritairement en Nouvelle-Écosse, mais qui a fait que beaucoup d'Acadiens ensuite sont partis vers le nord du Nouveau-Brunswick, dans ces régions-là, même la Côte-Nord, etc. Donc, toutes les régions acadiennes, je te dirais, de l'Est du Canada, sont des résultantes de la déportation qu'il y a eu aux alentours de 1755. Mais ensuite, les Acadiens sont revenus et eux ont gardé leur accent original acadien, qui était comme vraiment très, comme dans le temps, c'était du français. Hey, je pourrais t'en parler pendant des heures. C'est ça, je vois déjà le temps passer, puis je suis comme, Chris, OK, il est clairement, j'ai touché, je viens de découvrir une passion que je connaissais pas, là. J'ai la généalogie, j'adore ça. Mais bref, c'est dans le fond le plus proche que tu auras du vrai langage acadien qui était là dans les années 1700. Fait qu'en gros, là, ce que je comprends, c'est que je loue un spot à Baie-Sainte-Marie, puis j'ai du fun en masse, là. Dude, t'aimerais ça, puis il y a comme du mixage anglais, là, tu sais, vu que toi, tu comprends, comme, t'es bilingue, donc il y aura pas de problème. Mais, ouais, Tibet-Liveau, même les gars de Radio, ben, pas tous, mais Jacques vient de la baie de Sainte-Marie, Alexandre, son nom de scène, c'est Arthur Como, même chose. Et puis, ils ont vraiment monté une place musicale super intéressante et un engouement culturel pour l'Acadie, pour la langue, pour la chanson française qui vient de la baie Sainte-Marie. Puis c'est comme ils ont leur propre style. Tu sais, Tibet-Liveau, c'est buzzant, là. Tu sais. Oh, oui, non, absolument. Là. Pour vrai, ça a joué beaucoup cet été parce que c'était du feel-good music, là. Ouais, non, c'est bon. Puis tu sais, comme ils ont vraiment... Je suis un big fan de ce qu'ils sont en train de faire là-bas au niveau musical, culturel, c'est vraiment, vraiment intéressant, là. Check it out, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, je te dirais, de nouveaux artistes qui viennent de là, tu sais. Les gars de Radio, tu sais, ils ont leur son spécial, mais c'est buzzant. Non, ça devient une belle carte de visite. Ouais, si vous voulez me parler de généalogie, puis je suis une espèce de weird nerd, toutes ces choses-là. Ce sera pour une autre fois, même si y a un segue parce que c'est un de tes intérêts, mais tu n'en as pas fait une business de la généalogie. Ah non, mais si tu veux, j'ai la parole facile, mais genre dans un party, si tu veux starter le dragon là, ou starter la machine, là, parle-moi de généalogie là. Ok, ouais, non, je suis pas assez nerd sur ces affaires-là pour te drag on là-dessus. Intérêt, engagement, il y a un paquet de raisons pour lesquelles je veux jaser de ça. D'un, parce que c'est ressorti beaucoup dans mes interactions dernièrement de personnes qui ont de la misère à garder le focus. Puis en même temps, je trouvais qu'il y avait comme un bon lien avec l'épisode de Vision qu'on a fait récemment. Mais plus que je jase avec le monde, plus que je me rends compte qu'il y a soit que c'est pas intuitif pour les gens, ou qu'il y a comme une mauvaise compréhension ou appréhension de comment est-ce que j'établis des priorités, comment est-ce que je me fais un plan de match qui tient la route, mais qui reste flexible. Ouais. Le danger de dire « je reste flexible », c'est que là, tu deviens trop flexible. Puis c'est de là, dans le fond, que à force d'analyser la patente, je me rends compte que peut-être que c'est juste dans la mauvaise distinction puis la mauvaise gestion des intérêts versus les... Là, on dit engagement pour le bon français, mais en réalité, le terme que j'aurais voulu utiliser, c'est commitment. Oui. Donc, ça, je me rends compte que c'est un problème que j'ai, à la limite, sous-évalué avec soit les personnes que j'aide directement ou les entrepreneurs de mon entourage. Puis je trouvais ça intéressant de pouvoir en jaser avec toi parce que de ton côté, je sais que c'est une partie un peu, tu as un chapitre là-dedans dans ta méthode EFIC, donc je pense que ça peut être bon qu'on shoot de shit sur le sujet là-dedans. Disclaimer, tout le monde, on ne s'est pas briefé, on ne sait pas où on s'en va avec ça. Comme toujours. Mais là-dessus, cet épisode-là, j'ai l'impression qu'on va se rejoindre un petit peu plus que peut-être que d'habitude. Veux-tu, tout le monde, si vous êtes moins sérieux avec l'entrepreneuriat, vous devez avoir au minimum déjà entendu parler, sinon déjà utilisé la matrice Eisenhower, que personnellement, je n'apprécie pas et je sais que toi non plus. Veux-tu expliquer, Dave, à ton sens, pourquoi
elle ne fonctionne pas ou que ça fonctionne juste bien théoriquement, mais que dans la pratique de la chose, ça ne fonctionne pas vraiment. Ben, à l'époque, comment je pourrais dire ça? C'est pas mauvais, la matrice d'Eisenhower. C'est juste dans un contexte, je trouve, entrepreneurial ou dans un contexte où on doit être proactif. Tu sais, on doit vraiment gérer nos priorités, mais comment je pense que je peux dire ça? De façon proactive. Moi, je trouve que la matrice est flawed, si tu veux, d'une certaine façon, par rapport à ça. La matrice d'Eisenhower, ça a été basé sur Dwight Eisenhower, qui était un US General, là, qui est devenu ensuite président aux États-Unis. Et lui, dans le fond, il y a une matrice. Donc, dans le fond, c'est un cadran, dans le fond, un quadrant, là, divisé en 4. Et il approche les tâches basées sur l'urgence et basées sur l'importance. OK? Donc, prenez comme si vous aviez 4 carrés. Okay? Vous bâtissez un cadran comme ça, en 4. En haut à gauche, tu as ce qui est urgent et important. Et lui, il dit comme vous devez prioriser ce qui est urgent et important maintenant. Tu sais, do it now. Ensuite, il y a ce qui est important mais non urgent. Là, ils disent, bon, ben ça, tu dois le céduler, tu dois le mettre dans ton horaire, tu dois le planifier. Tu as ce qui est urgent et non important. Là, dit délègue ça, ne le fais pas toi-même, délègue-le. Et ce qui est pas important et pas urgent, tu délites, tu l'enlèves de ton plat complètement. Il y a deux choses qui sont flawed, à mon avis, avec ce modèle-là. De un, c'est que ça marche si tu es dans un environnement complètement réactif. OK? Dans un domaine, dans un contexte militaire, oui, ça fonctionne parce que tu dois faire des décisions très rapides et puis c'est parce que ça s'en vient vite. Donc, tu décides vraiment là, la tâche, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je la fais maintenant? Est-ce que je la cédule? Est-ce que je la délègue? Est-ce que je l'élimine? Got it. Mais en business, moi, je prône la proactivité versus la réactivité. Donc, ça fonctionne dans un environnement réactif, mais si tu l'appliques directement dans une optique de comme je veux m'organiser pour le futur, ça fonctionne pas pour moi. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'au niveau des entrepreneurs, l'entrepreneur, honnêtement, n'a pas la capacité intrinsèque ou native de décider qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. OK? Surtout, ça, c'est un gros problème, je pense, en entrepreneuriat. C'est que quand notre entreprise fonctionne bien, on va dire, il y a de la réactivité qui arrive et je pense que tout devient de facto urgent et important d'une certaine façon. Et l'entrepreneur, à mon sens, n'a pas la capacité de discerner ces choses-là, ce qui est urgent, non urgent, etc. Donc, souvent, c'est comme, tu sais, on va se dire éteindre des feux, mais quand tu as des feux qui commencent si t'en as un qui start, tu l'éteins, puis t'en as un autre derrière toi qui est en train de commencer, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas le choix de l'éteindre, tu sais, sinon la bâtisse va prendre en feu. Tu sais, donc, tu te conditionnes toi-même à toujours être dans un mode réactif, et puis c'est ça que j'aime pas à propos de la matrice. Je sais pas, toi, si tu le vois de la même façon. Ben oui, absolument. Tu sais, ça, c'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé dans le passé. Là. Si tu as l'impression, en partant, que tu fais juste tout le temps éteindre des feux, c'est parce que c'est toi qui les allumes. Puis, c'est facile de perdre la perception de qu'est-ce qui est une vraie urgence, justement à cause du contexte. Tu sais, c'est beaucoup... La notion d'urgence, tu as du stratégique, mais ça peut tomber dans l'émotif aussi. Donc, c'est facile de flouer la façon que tu vas classer tes éléments parce que la mesure n'est pas la même pour tous les projets. Une des raisons que personnellement j'ai délaissé au fil des années la matrice d'Eisenhower, c'est qu'elle ne considère pas la notion de capacité. Ouais. Il y a énormément de choses qu'on va juger importantes et ou même des fois urgents, que c'est des vraies urgences, mais la réalité, c'est que tu n'as pas juste un feu à éteindre, tu n'as pas juste une situation. Des fois, ton urgence doit devenir ton plus grand sacrifice à faire. Parce que tu n'as pas la capacité. Parce que d'éteindre un feu spécifique va faire que la maison va s'écrouler au complet ailleurs. Fait que je trouve que dans le meilleur des mondes, on essaye, en tout cas moi j'essaie toujours de sous-diviser les projets pour que ce soit plus facile à tackle on. Dans la mesure où, mettons, j'ai une urgence à gérer, OK, parfait.
faut faire attention que lorsqu'on met le libellé urgence sur un projet, est-ce que c'est le projet qui est urgent ou est-ce que c'est une composante seulement? Mhm. Très souvent, je vais voir des personnes y aller à un niveau trop, sans dire trop général. Ils vont voir un projet X, OK, ça, hey, j'avais pas prévu ça, c'est rendu en urgence, je vais tout le faire tout de suite. Malheureusement, ben, il y a peut-être 20% de ton projet qui est une vraie urgence. Donc, de sous-segmenter le plus serré possible va faire que ça va être, déjà là, ça va être plus facile à attribuer les ressources, à voir si on a vraiment la capacité de gérer ce projet-là ou si on le fait au détriment de plein d'autres projets. Oui, mais quand un projet, comme quand quelque chose devient urgent par rapport à un projet, ça veut dire que tu ne mites pas ta deadline, ta date butoir. C'est le seul vraiment, parce que si tu es bon tu es proactif par rapport à la gestion de ton projet, puis moi je le prône tout le temps, tu sais, la méthode des big rocks, small rocks qu'on fait à EFIC, c'est justement pour de la proactivité quand ça vient à break it down ton projet, mais aussi à ce qu'on appelle le load management, ta gestion de charge de travail dans le fond. Fait que, si tu es proactif avec ça, tu devrais savoir que, OK, ma load de travail, elle est planifiée et elle est bonne, et je connais les étapes pour atteindre mes étapes, pour atteindre mes milestones, mes étapes clés. Ensuite, la seule urgence qu'il pourra avoir, c'est s'il y a quelque chose qui traîne au niveau d'une deadline. Donc, une de ces petites roches-là, une de ces actions-là qui n'est pas, qui prend plus de temps que prévu, et ça te fait buster ta deadline d'une certaine façon. Mais sinon, techniquement, il ne devrait pas avoir d'urgence dans la gestion de projet. Tu comprends? Oui, je vais dire oui-ish, parce que tu peux identifier qu'un projet est une urgence en étant proactif, mais pendant l'exécution, tu sais, je veux dire, les choses ne se font pas instantanément. Des fois, une urgence va prendre des jours, des semaines, voire même des mois à traiter. Mm-hmm. Tu la débutes dans une approche proactive, mais il arrive un angle mort en cours de route qui fait que là, tu dois pivoter réactivement, puis c'est là que ça va goes off the rail. C'est là que justement, bon, mais on devient plus émotif parce qu'on a pensé avoir géré notre gestion des projets de façon intelligente en étant proactif, puis on retombe quand même en gestion de feu, je vais le dire comme ça. Puis là, déjà qu'on se l'était mis comme une urgence proactivement, donc on le savait dès le jour 1 qu'on allait être tight dans les délais, qu'il y a un imprévu qui arrive, que là, souvent le réflexe, c'est on shut down, puis bon, mais il n'y a plus rien qui se fait tant que ça, parce que là, on était déjà serré, c'est encore plus serré, on doit mettre toutes nos ressources, puis là, tu hypothèques ta business et ton momentum au global. Oui, mais mon point est là. Mon point vient d'une erreur dans la gestion de la timeline. OK? Si on a une timeline qui est beaucoup trop serrée, c'est pour ça que je prône toujours la proactivité. C'est que si tu as une timeline qui est trop serrée, tu te mets toutes les conditions possibles pour qu'un feu starte. Mm-hmm. Oui. C'est ça qui est mon point. Je veux dire, comme il y a moyen, oui, ça va arriver, c'est inévitable, mais il y a moyen de fireproofer d'une certaine façon quand ça vient au niveau des projets. T'sais, c'est vraiment la différence. Puis, comme avec EFIC, tu le sais, mais on divise vraiment on a un quadrant aussi, on a une matrice qui est basée sur les quatre types de tâches entrepreneuriales. Il y en a une, c'est des projets. Okay. L'autre, c'est les routines qui sont les choses qui sont récurrentes dans ta business. Ensuite, tu as les tâches qui sont basées sur la communication, OK? Ce qu'on appelle les responsive tasks en anglais, qui sont vraiment tout ce qu'il y a, email, communication interne, etc. Et l'autre, c'est les tâches réactives. Donc ça, c'est les tâches qui arrivent qui sont des résultants des activités quotidiennes de ta business que tu n'avais pas planifié nécessairement, mais qui viennent nécessairement, qui vont arriver sur ton plat, okay? Qui vont arriver devant toi. Ces tâches-là, c'est ces tâches-là, généralement, qui vont starter des feux. OK? Et je pense que la seule façon de bien anticiper, si tu veux, de fireproofer, c'est justement d'avoir un système qui te le permet. Où tu sais que ces tâches-là, est-ce que l'urgence, c'est comment on va traiter l'urgence? Si on priorise l'urgence, c'est certain qu'il y a d'autres feux qui vont se manifester. Versus si on traite ces tâches-là comme, OK, c'est urgent, mais j'ai un temps spécifique pour les faire. J'ai un contexte spécifique pour les faire. J'ai des personnes qui peuvent m'aider avec ces choses-là, où tu te prépares nécessairement pour l'éventualité que ça arrive. C'est là que tu limites comment je fais ça? Que tu limites tes feux, tu sais. C'est ça qui est important.
À mon sens, c'est moi de même que je le vois. Ensuite, ça va dépendre des business. Il y a des business qui sont plus peut-être prônes à la réactivité, puis c'est normal. Mais tout est une question de comment tu vas l'aborder. Oui, absolument. Puis, tu sais, autant dans la gestion de l'urgence que dans la définition d'intérêt versus commitment. En effet, le modèle d'affaires, comme tu viens de faire référence, a un impact. T'en as qui sont... T'as des business, admettons, une entreprise de consultants où tu es majoritairement réactif parce qu'un coup que tu as défini, admettons, ton approche, ta méthodologie ou quoi que ce soit, ben là, tu es juste dans une approche de je signe un client puis je fais du 100% custom. Donc, c'est plus difficile un petit peu d'être proactif à ce niveau-là. Tu peux l'être pareil parce que on fait la différence entre la gestion de ton entreprise et la performance, la prestation du service. Mais entreprise de consultation, pour être rentable, la majorité de tes heures, tu vas la faire en prestation de service. Donc, la majorité de tes heures, tu vas être réactif. À l'inverse, admettons, si je regarde une business plus, admettons, pour reprendre Didac, parce que je suis en train de rechanger justement un petit peu la façon qu'on gère les priorités puis les intérêts. Parce qu'un intérêt, une priorité peut ne plus devenir une priorité éventuellement. Un intérêt peut gagner puis là, devenir une priorité très rapidement. Donc, il faut rester agile un petit peu. Mais, exemple, de notre côté, anciennement, on travaillait avec des roadmaps. Puis ça, je veux dire, travailler avec un roadmap, c'est pas juste une business de techno, c'est plusieurs entreprises qui vont travailler de cette façon-là, de dire, bon, mais je fais ma planification au niveau de l'année, mon Q1, ma priorité, c'est ça, on va développer tel produit, tel service, Q2, ça va être ça, Q3, ça va être ça. Ça fonctionne, ish, je vais dire comme ça. Nous, on est en train de délaisser ça. On s'est rendu compte avec le temps que ça nous mettait dans une position tout le temps un petit peu perdante. Dans l'optique où si tu, exemple, planifies 1 an de roadmap à l'avance avec des choses qui, en date d'aujourd'hui, admettons, on fait notre planification 2021 au 1er novembre. Ah, mais on est le 1er novembre, je décide, voici mes 12 prochains mois, c'est quoi? Parfait, on s'engage, on se commit. C'est pas parce que tu t'es committé que nécessairement ça va exactement se passer comme que tu veux. Ce qui fait que, par défaut, tu as le bras dans le tordeur, c'est dur de s'en sortir un peu. Si ton Q1 prend du retard, ton Q4, tu sais déjà qu'il vient de débarquer. Donc, le temps que tu as mis, que tu as investi à planifier ton Q4, déjà là, c'est une perte de temps. Ensuite, ça devient un facteur de démotivation. Parce que tu fais comme, fait comme 2-3 projets qu'on pèle un peu par en avant, ça va moins, puis toutes ces choses-là qu'on voulait faire, ben, tu es rendu en avril, puis tu sais déjà que ton année, elle sera pas comme tu voulais. Il te reste encore 8 mois à faire dans l'année. Donc, c'est plus dur de rallier les troupes un peu si tu pars rough. Ouais, tu sais que tu es perdant déjà avant de commencer. Exactement. Autre chose, c'est que le marché, maintenant, il bouge excessivement vite. Le danger qu'on voit avec un roadmap, c'est que si quelque chose arrive, une nouvelle technologie, une nouvelle tendance, quoi que ce soit, puis que pour vrai, en milieu d'année, ça arrive de nulle part, puis c'est plus intéressant que ce qu'on avait prévu, ben c'est tannant parce qu'un roadmap, le problème, c'est qu'on a toute une grande gueule. On n'en parlera pas à tout le monde, mais on place des pions. Ah, ben il y a ça qui s'en vient. Ah, il y a ça qui s'en vient. Fait que tu te sabotes parce que tu te mets dans une position où tu vas faire des demi-commitments avec des clients qui vont avoir des attentes, puis finalement, là, tu t'es mis dans une position difficile. Soit que je suis obligé de laisser aller la chose qui vient de sortir que je n'avais pas prévue, mais qui serait vraiment le meilleur move, ou j'accepte de le prendre et j'accepte de décevoir des personnes à qui j'ai justement un petit peu trop parlé, puis c'était des attentes que je ne pourrais pas livrer. Ouais. Ah, man, guilty as charged. Moi, on le fait tout. Je veux dire. Ouais. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'on commence à revirer, puis on essaie d'avoir une mentalité un petit peu plus de travailler avec des options. Ouais. Donc, nous, quand que, tu sais, mettons, je prends Didac parce que c'est sûrement un excellent exemple de être à tous les jours bombardé de distractions. Il n'y a pas une journée qui se passe pas où un client nous écrit pas « Hey, ça serait le fun que vous fassiez ça. Hey, avez-vous pensé à ça? » Guys, genre, on a un backlog de pour à peu près 7 ans de développement avec juste les idées que nous, on a. Si vous avez besoin de nous en ajouter, on finira pas. Là. On doit les écouter, par contre. C'est ça, c'est comme c'est l'enjeu. Ouais. Ce que tu veux faire, c'est cool. Ce que ton client veut que tu fasses, c'est encore plus important, par contre. Mais il faut que tu qualifies la demande, elle vient de qui. Mais le customer feedback est un des éléments majeurs pour lesquels les business ferment. Trop souvent, on le dit, mais on le fait pas assez. Tout le monde dit qu'il écoute ses clients.
Mais dans l'application, dans l'exécution de la chose, il y en a pas mal qui sont assez quand même rigides, comme c'est ça qu'on s'est donné comme plan de match, mais on n'en dévie pas. Ouais, mais à un moment donné, si ça gronde par en bas, ça vaut la peine de faire preuve de flexibilité. Ouais, donc, mais c'est ça, je pense que la flexibilité, le monde pense flexibilité où justement c'est peut-être trop flexible, où ils sont comme c'est free for all, puis comme c'est là justement où tu perds peut-être le focus, mais il faut que, tu sais, pour nous autres, par exemple, on travaille avec ce qu'on appelle une annual guideline. Donc, en fond, c'est 5 choses qu'on veut voir devenir une réalité dans les 12 prochains mois. Donc, c'est assez quand même général. Tu sais, on n'est pas nécessairement, on est spécifique, mais on n'est pas comme, on n'a pas break it down encore comme, on n'a pas break it down rien. C'est, OK, on veut que ça devienne une réalité dans les 12 prochains mois. Ensuite, ce qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'on aborde nos 90 prochains jours. On a une bonne idée sur notre Q2, Q3, Q4. Ceci dit, exactement comme tu as dit, c'est que il y a un élément d'inconnu qui vient avec le fait d'avoir une business. Il y a un élément qui vient avec, tu sais, il y a toutes sortes d'événements, là. Tu as une pandémie, peu importe ce qui se passe dans le monde, il y a des moments donnés où tu vas devoir pivoter, tu vas devoir changer. Donc, le fait d'aller trop loin ou d'être trop rigide sur le long terme, là, on va dire le moyen terme, sur ton année, sur tes 4 trimestres qui s'en viennent, va faire que tu vas baisser ton niveau d'adaptabilité, qui est, à mon avis, un gros problème dans beaucoup de business. Puis surtout quand tu es une petite business. Tu sais, quand tu es une petite business, c'est justement là qu'est ton avantage, qu'est ton edge. C'est ta flexibilité. C'est le fait de pouvoir te virer sur un 10 cents et te dire, OK, wow, là, on va être capable de faire ça. Tu sais? Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on rétablit, on regarde notre annual guideline toujours aux 90 jours. Parce que quand tu regardes ça, tu as 90 jours qui sont passés, tu as 3 mois qui sont passés. Puis, tu as un nouveau 12 mois qui s'en vient devant toi. T'sais, fait qu'on aborde toujours les 12 prochains mois qui s'en viennent. Ceci dit, on a, avec, si tu veux, on va toujours réévaluer ces options-là, puis on va se rendre compte que, OK, ben peut-être ça a changé. Donc, voici notre annual guideline, puis on pivote un petit peu, puis c'est correct. Puis là, on va planifier nos 90 prochains jours après avec nos projets. Puis honnêtement, on va avoir comme tu as dit, on va avoir l'overflow qui va aller sur le prochain quarter. Fait que déjà, on est quand même proactif sur la workload qui s'en vient pour Q2, on va dire. Mm-hmm. C'est ça, parce que oui, tu peux pelleter par en avant. Sinon, tu sais, là, nous, la prochaine année, là, j'en parle, mais c'est un test, une expérimentation. Au pire, on va la vivre ensemble. Plutôt que se donner des projets, là, moi, ce que je veux essayer, puis les gars sont d'accord avec ça, c'est on ne travaillera plus avec des projets prioritaires. Donc, la façon qu'on va l'identifier, c'est Q1 maintenant, on attache un objectif d'affaires et on essaie de créer un momentum sur cet objectif d'affaires-là. Donc, plutôt qu'avoir, mettons, une liste de 150 choses qu'on le sait qu'on veut faire, là, c'est une question de gérer les priorités, on va au moins leur donner un thème. De dire, mettons, Q1, ça va être qualité de vie de nos utilisateurs. Fait qu'on le sait que par défaut, tout ce qui s'appelle nouvelle fonctionnalité, là, on le met de côté. Fait qu'on vient de faire une première épuration dans nos intérêts versus priorités. Ensuite, c'est de regarder, faire un libellé. Qu'est-ce qui est des choses qui vont être au back-end? Donc, les choses que le client ne voit pas, mais qui améliorent, exemple, la performance de l'application. Qu'est-ce qui est du qualité de vie pure? Donc, les 3 fonctionnalités les plus utilisées, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Donc, on s'assure que, même si c'est attaché sur un objectif d'affaires, qu'on ne va pas mettre toutes nos billes dans un seul et même projet qui va hypothéquer, puis que si ce projet-là prend du retard, le Q1, il n'y aura rien généré en réalité. Donc, on essaie de comme étaler un petit peu plus nos ressources pour nous assurer qu'il y a un projet majeur, 1 à 2 projets moyens, et la balance qu'on se donne, c'est soit du petit projet ou du projet bonbon. Donc, tu sais, tantôt, Mathieu, tu parlais justement de prévoir le temps d'urgence. Ça, c'est comme une fenêtre que je garde à plusieurs. En tout cas, là, c'est très personnel. C'est de façon que j'ai un petit peu. C'est mon adaptation personnelle de la méthode EFIC, là. C'est une fenêtre que je me donne, oui, pour les urgences au niveau des projets, donc des choses que je n'avais pas prévues qui doivent être accomplies. Sinon, l'urgence du client, parce que votre urgence versus l'urgence de vos clients, c'est 2 dossiers complètement différents, là. Fait que moi, je sais que, mais si j'ai pas d'urgence personnelle, puis que, mettons, j'avais prévu 2 heures, 3 heures par semaine pour gérer mes urgences, puis j'en ai pas, est-ce qu'il y a des urgences clients que je suis capable de facturer le double du prix horaire? On va le voir. Si c'est une vraie urgence, il va le payer pour. Pas inquiet.
Fait que de là, ben, je sais que tant qu'à les remplir, ils vont être très, très, très rentables. Puis si j'en ai pas, ma troisième béquille, c'est R&D. Je vais appeler ça comme ça. C'est du temps dédié à tous vos intérêts que vous n'avez pas la justification de planifier. Ce qui est planifié dans votre horaire, là, ça doit être une priorité. Ça doit être un commitment. C'est quelque chose que vous êtes engagé à accomplir dans une période donnée. Ça a été mappé. Vous savez que vous en avez pour 26 jours avec 3 actions par jour clés à faire pour arriver à destination. Mais il y a plein d'intérêts que vous ne serez jamais capable de planifier parce que c'est jamais assez important. Mais si vous avez passé le premier layer, le deuxième layer de la plage d'urgence, puis il n'y a toujours rien à faire, ben là, c'est le temps que, bon, mais gars, ce temps-là, je l'avais réservé, je savais qu'il n'était pas budgété, puis que si je fais n'importe quoi, il n'imputera pas l'exécution de mes priorités. Là, je vais piger dans mes intérêts. Parce qu'un intérêt peut devenir une priorité des fois. Un intérêt, des fois, c'est comme, ah, il y a ça que je ne connais pas du tout. Je pense que ça a un potentiel. Je vais aller l'explorer. Par contre, la gestion des intérêts, c'est important de se mettre un nombre maximal d'heures. Tu sais, j'ai une cliente qui a un positionnement qui est un petit peu sa première fois que je vois ça. En marketing, sa zone de génie, c'est la strat, la gestion client. Ce qui donne le plus de plaisir dans sa business, c'est la poutine admin. C'est quasiment pas sa zone de génie pourtant, là. Ouais. Fait que, tu sais, on a utilisé cette stratégie-là de dire, gars, pour vrai, t'aimes ça le faire, tu veux pas le laisser aller? Parfait. Tu vas le faire encore un peu. Pour l'instant, tu vas en déléguer la majeure partie. On va te laisser dedans pour te permettre de potentiellement t'améliorer. Mais je te donne l'équivalent de 5 plages horaires d'urgence. Donc, tu as un maximum de 10 heures pour t'améliorer. Puis si dans 10 heures, tu n'as pas gagné en efficience puis que ça ne se rapproche pas de ta zone de génie, ben fais ton deuil, ma grande, parce que tu ne le feras plus. C'est vrai. Ouais, mais souvent, on va se rattacher à ces choses-là peut-être plus émotionnellement, là, tu sais. Puis, mais tu sais, il faut que ta business, il faut que tu aies du fun à être dans ta business. Il faut que tu aies du fun à faire des choses. Donc, si tu fais juste des priorités, une priorité, c'est très froid, c'est très cartésien. C'est je m'en vais à B, je dois passer par A, que j'aille du plaisir ou non. Mais si tu fais juste une succession d'éléments stratégiques, très froid, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je sais que ça prend un type de personnalité assez spécifique pour ça. Règle générale, les gens aiment ça avoir du plaisir, donc c'est important de se garder des plages horaires pour des projets bonbons, pour du R&D, pour justement de l'essai-erreur, une espèce de 2 heures par semaine que c'est un carré de sable. C'est ça, ben tu sais, moi je le vois comme c'est une perte stratégique. Puis dans le meilleur des scénarios, ben Chris, ça aura servi à de quoi? Ben ça, c'est à double tranchant, par exemple. Faire attention quand même, parce que je pense qu'une personne qui se comprend bien, qui a du self-awareness, qui sait comment elle fonctionne, peut avoir une sandbox, peut avoir des plages horaires de R&D, puis que ça reste là-dedans. Le problème, c'est que, moi, à mon sens, dans la majeure partie des cas, quand on va donner cette opportunité-là à une personne d'explorer un petit peu trop, c'est justement là qu'elle va se perdre. Parce que les intérêts vont devenir... Puis c'est possible seulement si tu as déjà une structure en place qui fonctionne. Faut pas que ça devienne une distraction. Faut que ça... Exactement. Fait que nous autres, dans Done by Noon, dans la méthode avec la framework Done by Noon, c'est OK, on identifie nos 4 types de tâches, on sait comment les céduler. Ensuite, on a le restant, ce qu'on appelle AIR, Aligned Investment of Resources. C'est comme, OK, où est-ce que j'enligne le restant de mon temps? OK, tu as le choix. Mais ensuite, il faut être très stratégique par ces choses-là. Mais l'important, c'est que, on a déjà établi une structure de travail qui nous permet d'avoir tout ce qu'on voulait, qui doit être fait. On s'assure que c'est fait. Mais de 2, c'est comme tu as dit, qu'il y a une plage horaire qui est dédiée à ces choses-là, où on peut dédier à ces choses-là, mais c'est seulement tributaire au fait qu'il y a déjà du travail proactif qui a été fait avant ça. C'est toujours la question, parce que sinon, on revient, si vous le faites puis c'est pas établi, vous revenez de nouveau vers un style Eisenhower Matrix où ça devient un environnement réactif. Et puis là, on va arriver, puis c'est le squirrel syndrome, là, c'est qu'on va regarder, puis on va tomber dans le rabbit hole. Mais de là, justement, mon approche à 3 niveaux. Parce que si tu es dans cette position-là, tu n'auras pas le droit d'aller faire du R&D. Parce qu'en réalité, ça reste... L'intention principale de cette plage horaire-là, c'est ta période d'urgence. Ouais. Tu as 2 gates pour te rendre à ce niveau-là. Fait que théoriquement, si tu l'utilises de façon intelligente, tu ne peux jamais ça peut jamais devenir une distraction parce que
la volonté est de gérer tes urgences et ou monétiser big time avant de te permettre de pouvoir jouer dans ton sandbox. Ouais. Non, c'est certain. Mais encore une fois, c'est comme ça te prend une discipline. Une structure et une discipline qui vient avant ça. Fait que tu le fais seulement si tu as déjà, t'as mangé tes croûtes, là. Tu sais comment ça fonctionne, puis tu es capable t'as un niveau de self-awareness qui est assez important, t'sais. Parce que sinon, c'est là, voilà où est le problème, c'est que on va se trouver des intérêts, puis ils vont devenir nos priorités. Oui. Et ça, c'est pas bon. Non, en effet. Puis tu sais, honnêtement, soyez créatifs. On parle souvent d'avoir des systèmes, des outils. La réalité, c'est que les outils qu'on utilise, là, la majorité, c'est nous qui les développons. Il y a pas de. Allez pas sur Google chercher un outil de gestion de priorité en pensant que vous allez trouver ce qu'on utilise. Vous allez en trouver, mais sûrement qu'ils sont génériques et qu'ils ne sont pas adaptés aux vôtres. Mm-hmm. Donc, tu sais, investissez du temps à essayer de voir quels sont. Définir un outil, là, c'est relativement simple. Quelles sont les métriques sur lesquelles on va s'appuyer pour évaluer le succès d'une action? Ça va être tes axes à calculer. Le reste, à partir de là, c'est de voir si tu es capable de tout rentrer dans un outil ou si ça te prend une succession d'outils. Au niveau de la gestion des tâches et priorités de notre côté, moi, je suis en train de monter une espèce de système de tamis. Là, parce que justement, je n'étais pas capable d'arriver avec un outil. Fait que je sais qu'on a la première section, comme je le disais, c'est bon, mais quel va être l'objectif d'affaires? On fait un premier tri, qu'est-ce qui s'aligne avec ça? Deuxième étape du tamis, c'est un graph qui va calculer l'impact versus l'effort requis, avec des sous-sections pour voir, bon, mais je pige un projet dans ce... Au final, ça me donne 9 carrés, puis j'en prends un en haut à droite, j'en prends 2 au milieu, fait que je me suis mappé ça. Puis à la fin, j'arrive avec, normalement, une 15-20 de projets. Puis là, je me suis fait un troisième layer qui est comme, bon, mais ça, ce que je fais, j'ai évalué que c'est aligné avec mon objectif d'affaires. J'ai validé sur le deuxième niveau que j'ai les ressources et la capacité de le faire. Oui. Maintenant, pour la réelle exécution, la séquence, mon troisième tamis, c'est de voir, OK, à qui est-ce que ça bénéficie? Là, c'est une espèce de bullseye que je me suis fait à 3 sections pour voir est-ce que ça bénéficie ma clientèle entreprise, ma clientèle pro ou moi, je m'évalue comme mon propre client. Parce que sinon, on va toujours être amené à prioriser qu'est-ce qui bénéficie mon client puis pas assez nous. Fait que je fais jamais quelque chose par défaut qui est contre ma business. Ma business n'est jamais en dualité avec mes clients. Puis le but, c'est d'avoir le plus de choses qui vont se ramasser en plein milieu. Donc, facilement identifier dans mes 20 projets que je comprends qui ont une vraie valeur, lesquels est-ce que je dois commencer? Je commence au milieu parce que je sais que ça bénéficie à la qualité de vie puis le positionnement de ma business, au développement de ma clientèle entreprise et ma deuxième audience. Normalement, après ce tamis-là, je sais que je suis assez blindé puis on fait juste y aller dans l'ordre de la liste d'épicerie là, qu'on s'est entendu. Mais c'est ça parce que tu as évalué ta capacité avant d'établir les actions qui doivent être faites. Et ça doit être de même, tu sais. Puis je pense que, comment je pourrais dire ça, d'une certaine façon, c'est d'apprendre à s'évaluer, de s'évaluer soi-même, OK, par rapport à la workload, mais aussi d'évaluer ton équipe. Parce qu'il y a des tâches souvent, comme, tiens, un problème, c'est qu'on va donner des projets à une personne qui est beaucoup plus dans un environnement réactif de la compagnie. OK, admettons que ton service clientèle, tu vas pas donner plusieurs projets à ton service clientèle parce qu'ils sont dans un environnement réactif. Tu sais que la majeure partie de leur temps va être placée dans des tâches réactives. Okay? Donc, la workload, d'une certaine façon, qui peuvent être proactives avec, doit être relativement moins haute que la personne qui est dans le R&D. Mm-hmm. Donc, c'est important de voir ces choses-là puis de comprendre que, OK, on va établir la capacité de ces personnes-là à exécuter telle ou telle chose. Et là, va découler vraiment le plan, si tu veux, stratégique pour exécuter ces projets, entre parenthèses-là. Oui, puis en évaluant la capacité, c'est là que tu vois, bon, mais tu sais, en même temps, la capacité versus le niveau d'urgence, est-ce que ça doit être fait maison ou est-ce que ça, c'est un projet qui est propice à être donné en sous-traitance? Je trouve que ton exemple est excellent. C'est des projets pour améliorer ou implanter de nouvelles approches dans un service à la clientèle où c'est hyper réactif. Tu sais que leur capacité, leur temps disponible est très limité.
c'est pas à eux autres que tu vas donner une implantation d'un nouveau système de gestion client. Ils n'auront pas le temps. C'est eux autres qui vont l'utiliser, c'est eux autres qui vont en bénéficier, mais c'est pas eux autres qui vont gérer cette transition-là. Parce que le temps qu'ils ont besoin de le faire, ben ils feront plus de service à la clientèle, puis ça, tu veux pas couper là-dessus. Donc, c'est le genre d'éléments qu'en effet, c'est bon d'aller voir, bon, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça doit vraiment être fait, premièrement? Et ensuite, qui doit vraiment le faire? Donc, non, c'est un excellent point que tu amènes. Mais il faut se tenter, il faut toujours commencer. Tout dépendant de votre niveau en business, ça dépend si vous avez des employés, ça dépend de vos capacités financières, etc. Il y a différents facteurs qui sont à prendre en compte. Mais je dis toujours, it starts with you. Là. Commencez avec vous autres, commencez à vous-même comprendre votre capacité, vous-même comprendre combien de projets vous pouvez prendre, réalistiquement. C'est quoi la nature de vos activités quotidiennes? C'est super important d'analyser tout cet environnement-là avant de commencer à faire ses priorités. C'est certain qu'il y a des choses qui vont arriver, comme on a dit. Le seule chose, c'est de faire très attention que c'est les choses qui viennent et qu'on n'avait pas prévues deviennent des priorités ou comme, drop everything and focus on this now, là. Shout out to mon ami Matt Galland. Mais Matt, quand on a commencé ensemble, c'est un visionnaire, puis c'est un gars qui était très réactif, et puis c'était comme, non, focusons ça, puis OK, ça, non, on drop ça, puis on va vraiment là-dessus, C'était vraiment très géré Eisenhower style. Et on a appris, et j'ai aidé Matt à développer ce côté-là, à ce côté d'être proactif, de côté, OK, comment est-ce qu'on va évaluer ce qui s'en vient, etc. Parce que ça commençait avec la business qui grossissait, c'était très taxant sur l'équipe. Donc, faire attention que comme de se ramener ça, c'est l'opportunité justement quand on est un solopreneur ou une petite équipe d'évaluer ces choses-là pour pouvoir grossir de la bonne façon, OK, sans nécessairement avoir des feux tout le temps. Mm-hmm. Fait que j'espère que ça donne une couple de pistes de réflexion à du monde. J'espère que ça va amener du monde à comprendre qu'ils gèrent leurs priorités versus intérêts un peu tout croche. C'est correct d'avoir des intérêts dans tout, mais par contre, en business, tu n'as pas le luxe de ça. Si tu veux le faire sur ton temps personnel, pas de problème. Mais si tu veux le faire sur ton temps de business, ça doit être standardisé. Tu dois avoir des mécanismes qui te protègent de toi-même. Mais en même temps, comme je dis, c'est important aussi d'avoir une certaine flexibilité pour explorer des intérêts, parce que c'est le même qu'on est capable d'aller voir c'est quoi des fois des nouvelles opportunités pour notre business qui vont nous permettre de mieux nous nicher, des choses comme ça. Donc, vous voyez ça comme du développement continu. Mais normalement, du moins, vous devriez garder le focus sur vos priorités, aligner sur votre vision, sur vos objectifs d'affaires, planifiez pas trop long. Puis non, j'essaie de voir j'essaie de come up avec un devoir on the spot, puis on aurait dit que j'en ai pas parce que j'ai l'impression qu'on a déjà donné assez de devoirs. Honnêtement, essayez de vous bâtir un outil. Ou si vous n'êtes pas capable de vous bâtir un outil, là, je suis sûr que plusieurs personnes n'ont même jamais eu la réflexion de savoir ma gestion de priorité, je calcule ça comment, quelles sont mes vraies mesures, les KPI, là, je ne sais pas c'est quoi, l'indicateur de performance qui est le plus stratégique pour mon type de business, mon contexte, mon produit, mon audience, pour m'aider à, dans le futur, mieux décider qu'est-ce qui est une priorité réelle. Mais pour vrai, blague à part, je vous encourage énormément à essayer de vous faire votre système de tamis, votre système votre outil ou structure d'outils pour mieux vous gérer, pour être, encore une fois, le moins émotif possible dans les décisions de business. Ouais. C'est trouver quelque chose qui fonctionne pour vous. Réinventez pas la roue. Vois ce qui fonctionne puis adaptez-les. Moi, j'aime ça ce que tu as fait avec tes EFIC. Tu es certifié à la méthodologie, mais il y a des choses que tu as adaptées à ton contexte. Et c'est ça qui doit être la clé. Quand on a bâti la méthodologie, ça doit rester flexible, ça doit être adaptable à votre contexte toujours. C'est un guideline, là. C'est un guideline. Puis tu l'as vraiment, comme toi, ce que j'aime, c'est que tu l'as compris puis tu l'as implémenté. T'es comme, garde, écoute, il y a ça, on réinvente pas la roue, mais voici dans mon contexte comment est-ce que je le tweak. C'est ça la beauté de la chose. C'est pas genre rien spécifique à ta méthodologie ou quoi que ce soit. Il y a trop souvent des gens qui vont justement aller se former sur des pratiques, des méthodes, puis ils ne voudront pas en démordre.
il y a quoi, 5-6 ans, c'était le gros craze du Lean Six, Sigma, puis tout. Des personnes qui genre, je me suis formé, je suis rendu ceinture arc-en-ciel, puis là, j'en démarre pas. Je suis comme, ouais, mais ce que tu as vu, c'est une méthodologie. C'est pas parce que tu l'ajustes que ça veut dire qu'il y avait une faille dans la méthodologie. Absolument pas. Tu l'as juste amélioré à ton contexte. Exactement. Oui, mais ça, c'est ça qui est le problème de beaucoup de ces méthodologies-là. C'est que t'arrives et puis c'est l'idée par des guru status guys qui sont comme, non, this is the way to do it. Puis marketing-wise, OK, ça fait du bon sens de le marketer comme c'est la meilleure chose depuis le pain tranché, là. Mais honnêtement, comme il faut toujours adapter ces choses-là. Puis peu importe ce que j'ai toujours adapté ça à la business, pareil, toutes les méthodologies, etc. Je garde toujours un grain of salt parce que c'est pas vrai que c'est bien que tu montres quelque chose, mais le jour où cette chose-là doit être identifiée ou changée, puis là, c'est comme, non, ça brise tout le système, ça ne fonctionne pas. C'est ça la vraie définition de la flexibilité. Réinventez pas la roue, trouvez une structure qui fonctionne, mais ensuite, gardez-vous l'option de la customiser d'une certaine façon à votre contexte. Allez lire, je sais pas si je peux faire une Still like an artist. Moi, c'est ce qui m'a amené à juste owner le fait que il n'y a rien de mal à modifier toutes les choses auxquelles je m'expose tant que c'est pour mon avantage personnel. Fait que à partir de là, tu t'inspires, tu ne prends rien comme étant une vérité absolue, puis that's it. Exact. Dans cette logique, peut-être que tout ce que je viens de dire, ben, pour vous, c'est peut-être le style de cochonnerie, c'est peut-être non applicable, là, puis c'est correct. C'est pas, ça fait pas que c'est une... Ça fait pas que c'est moins bon ou que c'est pas bon, c'est juste, soyez assez sharp pour appliquer les choses à votre contexte et non pas juste essayer de faire un gros copier-coller sale. Non, exactement. Comme je dis, shameless plug, on donne des copies gratuites de Done by Noon, donebynoonbook.com. Donc, allez checker. Dans le fond, c'est tout ce qu'on vient de jaser, mais dans un livre en anglais, guys, sorry, si vous parlez pas anglais. Too bad. Cool, man. Fait que c'est ça, c'est toujours, mais ce sera toujours un dilemme pour chaque entrepreneur, on va se le dire. C'est quelque chose qu'il n'y a pas de remède miracle. Vous allez toujours struggler d'une certaine façon avec ces choses-là. Et le plus vite vous avez un système qui est capable de harnesser ce super pouvoir et aussi ce gros défaut qu'on a en tant qu'entrepreneur, le plus rapidement vous allez être capable de faire des beaux avancements. Donc, there you go. C'était quoi encore le homework? De se faire un outil ou minimalement identifier ses KPI. Ouais, exactly. Identifiez vos KPI, encore une fois, podcast@commercialinstigateur.com. Je le dis chaque semaine, on dirait, mais on reçoit de plus en plus de messages, puis vos messages sont de plus en plus longs. C'est bon? C'est excellent. Oui. On a des super réflexions, guys, comme je le répète toujours, mais parce que c'est vrai, là, le niveau de communication puis de email qu'on reçoit est vraiment, vraiment impressionnant. On a tout le temps un de temps en temps que tu fais comme, ouais, cela on perd notre temps, mais on répond pareil. Notre promesse, c'est de répondre. Pas ce que tu veux entendre, mais on répond pareil. Ah oui, OK. Ça, on va mettre des choses au clair. Guys, ne nous envoyez pas un email en nous demandant d'être un guest sur notre podcast. OK? La réponse sera toujours non. C'est pas qu'on vous aime pas, c'est juste c'est pas notre approche. C'est exactement. C'est pas qu'on vous aime pas, guys. Mais si on veut vous avoir, on va vous inviter. C'est pas la formule. Fait qu'on l'a eu une couple de fois, on répond toujours de façon très polie, etc. Mais juste pour faire sûr qu'on se comprend. Et aussi, le fait de nous inviter sur un podcast ne veut pas dire qu'on va vous inviter sur notre podcast. C'est une autre chose, OK? Fait j'ai établi, ça arrive pas souvent, là, mais on le répète, mais on met les choses au clair, pareil, parce que on sait comment c'est, les petites tactiques puis des choses comme ça. We're not playing this game. My back, I'll scratch yours. Non. Je pourrais quoter une quote de Superbad, mais je le ferai pas. Wrap it up à la place. All right, guys. Bonne semaine. Salut, Matt. Et puis, on se parle la semaine prochaine. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.